la France retient son souffle. Que vont décider les sages? Réponse le 14 avril, vendredi prochain. Le Conseil constitutionnel va-t-il retoquer la réforme des retraites? Ça tangue au niveau de l'exécutif, au niveau de la NUP aujourd'hui. Alors je ne dirais pas que cette semaine sera décisive, on l'a trop dit. Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Merci d'être là pour ce dimanche en politique. Alors avant de revenir sur les petites phrases, les séquences politiques de la semaine, il y en a eu. On va donc se projeter le 14 avril, la semaine prochaine. Le droit constitutionnel, vous connaissez bien. Alors, il y a deux décisions des sages. L'une sur la constitutionnalité du projet de loi adopté après un recours au 49.3 et l'autre sur la demande de référendum d'initiative partagée, le RIP, qui a été donc lancé par la gauche pour contester la réforme. Alors, les sages ont au moins trois options sur effectivement la réforme des retraites. On commence avec une censure totale. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est même souhaitable pour l'ensemble des partis? Alors, est-ce que c'est possible? Oui, parce que quand même, la procédure en la matière sur cette réforme des retraites a été pour le moins baroque, pour rester poli. C'est-à-dire qu'on a eu un usage du 47-1. On ne sait pas exactement si on peut utiliser un 47-1 pour une réforme des retraites. D'habitude, c'est pour des projets de loi de financement de la sécurité sociale, donc pour des budgets qui doivent être votés avant le 31 janvier, sinon shutdown social. Donc, toutes les mesures relatives, notamment au temps, au délai dont on a beaucoup parlé lors de cette réforme, on ne sait pas vraiment si ça devrait s'appliquer pour une réforme des retraites. Et puis par ailleurs, il y a eu plein d'outils de rationalisation, notamment dans le règlement du Sénat. Bref, il y a des biais d'inconstitutionnalité qui sont évidents. Mais évidemment, il n'y a pas de jurisprudence précise qui conduirait le Conseil de manière certaine à censurer. Donc il peut censurer, il n'y est pas forcément obligé, et il risque d'y avoir un rapport d'opportunité, parce qu'en effet, qu'est-ce qui serait le mieux demain pour la stabilité du pays? Que cette réforme soit censurée, qu'elle ne le soit pas, c'est l'un des éléments d'opportunité qui, qu'on le veuille ou non, pèsera dans la balance. Alors si c'est une censure totale, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un remaniement? Elisabeth Borne sera effectivement débarquée puisqu'elle aura échoué. C'est ce qui pourrait se passer? Alors c'est ce qui pourrait éventuellement se passer, parce que si jamais on a une censure totale, il faut bien comprendre que ce n'est pas le fond du texte qui est le problème, c'est la procédure. Et évidemment pour Emmanuel Macron, qui tenterait de se sortir, de se dépatouiller de cette situation, il serait assez commode d'expliquer que le 47-1 qu'on évoquait, c'est pas lui, c'est Matignon. Évidemment, dans le fond, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que le président de la République a été à la manœuvre du début à la fin, mais ça permet de trouver une voie de sortie, de désactiver la crise sociale, d'expliquer que l'Élysée n'est pas en faute. Est-ce que ce serait suffisant? En revanche, probablement pas. Probablement pas. Alors on va passer maintenant à la censure partielle, notamment peut-être que les sages vont revenir sur l'âge du report à la retraite de 64 ans, qui est quand même vraiment le point qui fâche tout le monde. Non, peut-être pas là. Pas vraiment là-dessus. Plutôt les carrières longues, l'égalité pour les femmes, ce serait ça? Alors, même pas en réalité. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'on a affaire à un véhicule législatif, c'est-à-dire à un texte très particulier. C'est ce qu'on appelle un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, ce texte, il a pour but de prévoir le budget des différentes branches de la Sécu pour l'année en cours. Si jamais il n'y a pas d'impact financier dans une disposition de ce texte sur l'année 2023, c'est ce qu'on appelle un cavalier social. Et des cavaliers sociaux, a priori, on en a. L'index senior, ouais. Le contrat, le CDI senior, peut-être certaines dispositions relatives à la pénibilité, quelques dispositions également relatives aux régimes spéciaux qui peuvent avoir un impact financier, mais sur 2025, 2026, 2030, bref, pas sur 2023. Tout ça peut en effet tomber. Seulement, le problème, vous disiez tout à l'heure, l'âge des 64 ans, c'est que... Ça ne rentre pas dans cette catégorie. Et c'est même plutôt le petit sucre glace sur le gros gâteau amer qui peut être censuré, parce qu'évidemment, l'index senior, le CDI senior, c'est plutôt sympathique. En revanche, les 64 ans, mais c'est ce qui fait grief. Donc on peut avoir une censure partielle, avec qui plus est des réserves d'interprétation sur la procédure pour dire que quand même le 47-1, ça a été mal utilisé, mais sans tirer des conséquences en termes de censure. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que les syndicats et l'opinion sera plus contents de cette censure. Donc effectivement, ce serait peut-être une victoire, une demi-victoire pour le gouvernement, mais les syndicats, la rue pourraient... C'est ça. Il est probable que si jamais on a une censure partielle sur ces dispositions-là, les syndicats n'en soient pas plus apaisés, l'opinion non plus, et que donc la séquence politique des retraites ne prenne pas fin. Et oui, voilà. Mais qu'est-ce qui se passerait après, d'un point de vue législatif, d'un point de vue du point de vue de l'exécutif? Alors, il y a deux possibilités. Soit on a un président de la République qui constate que le texte a été validé dans ses grandes lignes par le Conseil constitutionnel, nonobstant ce qu'on a évoqué, les cavaliers sociaux, qui pourront être repris ensuite dans un projet de loi ultérieur. On parle du projet de loi travail, etc., pour reprendre par exemple le CDI senior. Donc, il le promulgue. Auquel cas,
normalement, le texte rentre en application. Il y a une deuxième possibilité dont probablement vous allez entendre parler dans les prochaines semaines, parce que c'est le prochain cheval de bataille de l'opposition, c'est le 10 alinéa 2 de la Constitution. On apprend un article par semaine, et ce 10 alinéa 2, c'est ce qu'on appelle la seconde délibération. Une fois que le Conseil a validé, le président de la République a la possibilité de dire au Parlement le Conseil a validé, mais il y a peut-être certaines dispositions, il ne les a pas validées. Et puis surtout, j'aimerais que vous relisiez une dernière fois le texte, auquel cas il peut y avoir un nouveau vote à l'Assemblée. Ce vote, il serait probablement négatif, donc ce serait une façon de faire rejeter la réforme. Est-ce qu'Emmanuel Macron y a intérêt ? Ce n'est pas tout à fait évident. Est-ce que les oppositions vont, à tort et à cri, lui demander d'effectuer une telle démarche? C'est très probable. Donc pour bien comprendre, Benjamin Morel, ce serait le président de la République qui pourrait garder la main en redemandant effectivement qu'on revoie le texte. Et là, pas de 49.3 possible, évidemment. Alors, un 49 alinéa 3 est toujours possible, mais vous comprenez bien que... 2 fois de suite, ça serait beaucoup. Voilà, utiliser à nouveau un 49 alinéa 3 après la première fois, alors que vous n'y êtes pas contraint, ce serait tout de même relativement ubuesque et extrêmement politiquement dangereux. Donc, si jamais on devait avoir un président de la République, très peu probable, mais qui décide de lancer une seconde délibération, ça veut dire qu'il accepte le fait que le texte sera probablement rejeté, et que, étant probablement rejeté, il essaye d'enterrer par le Parlement la réforme des retraites. C'est assez peu probable, mais juridiquement, en tout cas, c'est possible. Et toujours en gardant Elisabeth Borne et Olivier Dussopt ? Alors ça, à voir. Mais aujourd'hui, vous avez quand même une équation pour Matignon qui est une équation complexe. Parce que Elisabeth Borne a probablement des qualités et des défauts, mais la réalité, c'est que pour la remplacer, c'est un peu le mouton à 5 pattes qu'il faut. D'abord, pour des raisons propres à Emmanuel Macron, il lui faut quelqu'un qui probablement ne lui fasse pas beaucoup d'ombre. Et puis ensuite, d'un point de vue plus politique, il faut quelqu'un pour former une majorité. Or, il n'y a plus de majorité à l'Assemblée. Il faut quelqu'un qui soit capable de dialoguer avec les syndicats. Or, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce que les syndicats, en face de toute négociation, de tout dialogue, posent la question des 64 ans. Elisabeth Borne n'est probablement pas parfaite à Matignon, mais elle garde quand même une forme d'accointance avec les syndicats. Elle a une capacité à tenir de manière très limitée, mais malgré tout, pas pire qu'un autre, la majorité parlementaire. Donc actuellement, je dirais que faute de successeur, faute de banc de touche, elle est peut-être là pour rester encore quelques mois. D'accord, elle est sur la sellette, mais pour vous, elle est pour l'instant la mieux placée pour rester à ce poste. Disons, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Pourtant, il semblerait qu'il y a certaines ambitions qui se dévoilent, comme Gérald Darmanin, qui est omniprésent. Mais imaginez si vous aviez Gérald Darmanin à Matignon. Pensez-vous vraiment que pour apaiser la colère syndicale, ce soit tout à fait la bonne personne aujourd'hui? Évidemment, il a son CV de ministre de l'Intérieur sur un angle très sécuritaire. Ce n'est pas vraiment ce qui va faciliter le dialogue social. Par ailleurs, il n'est pas certain que vous obteniez beaucoup plus de voix chez LALR. Pourtant, il y a un mouvement, notamment M. Juvin, qui est en train de l'essayer de lancer, pas une pétition, mais en tout cas une proposition pour que ça soit quelqu'un des Républicains qui puisse être nommé. Il pourrait y avoir quelqu'un des Républicains, mais il faut voir que la majorité, elle est explosée façon puzzle. Et quand je parle de la majorité, je ne parle pas de LR, je parle vraiment de la majorité de l'intergroupe ensemble, composé du MoDem, d'Horizon et de Renaissance. Ces députés-là, souvenez-vous, ils ne sont pas venus soutenir Elisabeth Borne lors de la motion de censure. Ils ont rejeté des propositions de loi des groupes de la majorité. Entre eux, les Renaissance a torpillé des PPL Horizon. Horizon et le MoDem ont torpillé des propositions de loi de Renaissance. Donc cette majorité, elle est aujourd'hui très très déstructurée. Si vous nommez Gérald Darmanin ou si vous nommez quelqu'un de LR, que va faire le MoDem, qui est quand même l'orgne plus à gauche? Que va faire la gauche de Renaissance? Sacha Houillet, Barbara Pompili, etc. Sacha Houillet qui est quand même président de la commission des lois. Il n'est pas évident qu'il suive une politique beaucoup plus à droite. Donc aujourd'hui, Elisabeth Borne, avec tous ses défauts, est malgré tout, je dirais, relativement consensuelle au sein de cette majorité, ou en tout cas, elle clive moins. Et un Gérald Darmanin, un Lecornu, un Le Maire, puisque ce sont les noms évidemment qui traînent, mais il faut faire attention avec Emmanuel Macron, les noms qui sont évoqués sont rarement ceux qui sont réellement nommés au bout du compte, n'auraient probablement pas tout à fait la même capacité à tenir notamment cette gauche de la majorité qui risque de se sentir abandonnée. Alors c'est vrai que vous avez, Benjamin Morel, beaucoup insisté sur le côté effectivement plus conciliant d'Elisabeth Borne. Alors on va revenir sur cette réunion avec l'intersyndicale. On a vu quelques images, c'était donc le 5 avril. On savait qu'il n'en ressortirait pas grand-chose. Ça a duré même pas une heure, 50-55 minutes. Effectivement, sorte de déception, peut-être pas de déception, mais en tout cas, Elisabeth Borne, elle reste quand même, optimiste serait peut-être dur, mais elle est positive. On l'écoute. Même si nos désaccords sur l'âge n'ont pas permis
d'en discuter de façon approfondie. Je pense que cette réunion marque néanmoins une étape importante. Les organisations syndicales, comme elles ont pu vous l'indiquer, sont disponibles pour travailler ultérieurement sur ces sujets. Et je leur ai dit ma disponibilité et celle de mon gouvernement, parce que je n'envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux. Alors on va revenir dans quelques minutes sur la différence de ton et de mots choisis par Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Mais il y a aussi Laurent Berger de la CFDT qui a fait beaucoup parler de lui en parlant de crise démocratique, ce qui a beaucoup énervé. Enfin, Emmanuel Macron a beaucoup réagi sur ces termes-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une crise démocratique, vous, en tant que politologue? Il y a une crise démocratique partout en Occident aujourd'hui. Si vous regardez de la Suède à l'Espagne, de la Pologne jusqu'aux États-Unis, on est dans une crise démocratique profonde dont il prendrait beaucoup trop de temps d'analyser les pourquoi du comment. En revanche, il est vrai qu'ici, il y a un sujet, je dirais, de légitimité. Il ne faut pas replier la légalité sur la légitimité, ce que l'on fait souvent en disant c'est légal et donc c'est légitime. C'est vrai, mais dans la légitimité, il y a également l'adhésion et la considération que le pouvoir est légitime à agir ainsi. Et aujourd'hui, c'est plus tout à fait évident quand vous prenez les enquêtes d'opinion. Il y a une vraie crise de légitimité qui devient crise démocratique. Donc là, Laurent Berger a une stratégie rhétorique qui est intéressante parce qu'en réalité, il déplace la bataille sur le terrain de l'adversaire d'une certaine façon. On n'est pas dans la crise sociale, on ne parle pas de syndicats, on parle réellement de crise démocratique et donc de légitimité des institutions qui imposent la réforme. Donc là, on voit que aujourd'hui, il y a malgré tout une montée de cette crise qui probablement prend une ampleur qui pose problème en effet profondément aux institutions et à Emmanuel Macron. Ensuite, sur Elisabeth Borne, si vous voulez, le problème est toujours le même. Les syndicats ne veulent et ne peuvent, parce que sinon ils seraient dépassés par leur base, parler que des 64 ans. Ouais. Le gouvernement, on est dans une querelle d'agenda. Le gouvernement veut passer à un autre sujet. Or, le problème, c'est que là, il y a quelque chose qui est tout à fait inaudible pour les syndicats, et donc d'où crise. Alors, on évoquait Elisabeth Borne sur la sellette. On a vu qu'il y a eu un échange depuis la France et depuis la Chine. On va regarder cette image qui est vraiment étonnante vue de France aujourd'hui. C'était effectivement Emmanuel Macron qui a été accueilli comme une rockstar à Canton. C'était le dernier jour de son voyage, de sa visite d'État en Chine. Alors, c'est vrai qu'une image qui contraste avec les mobilisations aujourd'hui en France. Elisabeth Borne, en montant au créneau, en rappelant qu'elle est plus conciliante, vraiment avec ce décalage qu'elle a avec Emmanuel Macron, qui lui a quand même, l'a rappelé à l'ordre en quelque sorte. Là, est-ce qu'elle joue une stratégie gagnante ? C'est difficile à dire et il est difficile d'évaluer exactement dans quelle mesure c'est une stratégie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle a dit, évidemment, dans le cadre de l'interview du Monde et comment ça devait être pris. En revanche, là où cette interview est cruelle, c'est qu'elle appuie sur les deux points faibles aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Le rapport aux syndicats et de l'autre côté, quand elle dit il n'y a pas de cap. Et or, en effet, à 13h, il y a quelques jours, Emmanuel Macron n'a pas fixé de cap. Il a dit on va gouverner la petite semaine. Et en disant ça, ce qui aujourd'hui est une relative évidence, elle pose en réalité quelque chose de terrible pour Emmanuel Macron, parce que si demain, il voulait se débarrasser d'Elisabeth Borne, en disant voilà, il faut quelqu'un de nouveau pour incarner ce dialogue, etc., Elisabeth Borne souligne qu'aujourd'hui, le problème, il n'est pas à Matignon. Le problème, il est à l'Élysée. Si jamais il n'y a pas de dialogue avec les syndicats, c'est à cause de l'Élysée. Si jamais il n'y a pas de cap, c'est à cause de l'Élysée. Et donc, si demain on devait avoir Madame Borne remerciée par Emmanuel Macron, il est assez probable qu'elle passe beaucoup plus pour un bouc émissaire que pour réellement un fusible qui soutiendrait le président de la République. Oui, effectivement, la question de légitimité, encore une fois, qui serait importante. Alors, l'exécutif tangue, mais pas seulement. La NUP aussi se fissure, avec des passes d'armes entre les communistes et la France insoumise. Je suis sûre que vous avez entendu Fabien Roussel, qui est en ce moment à Marseille pour le 39e congrès du Parti communiste français, qui débutait ce vendredi 7 avril, et il répondait assez vertement à Manuel Bompard, de la France insoumise. On va l'écouter. Et à celles et ceux qui veulent polémiquer et qui se permettent même, ces dernières heures, de s'adresser directement aux adhérents du Parti communiste français, aux congressistes, à vous, pour se mêler de notre congrès, de nos choix, de notre stratégie. Je le dis clairement et en toute fraternité. Mêlez-vous de vos affaires. Personne ne dictera aux communistes ce qu'ils doivent voter, penser, faire
ou choisir. Personne ne dira aux communistes avec qui ils doivent discuter et dialoguer. Nous sommes souverains, nous sommes libres, nous sommes communistes. Voilà la réponse très ferme de Fabien Roussel. Alors il répondait donc à Manuel Bompard. Il avait dit, alors c'est vrai que Manuel Bompard lui répondait parce que Fabien Roussel avait affirmé que la NUPES était dépassée. Il avait tendu la main à l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. Alors depuis, tout le monde veut se réconcilier. Manuel Bompard a dit qu'il n'avait pas l'intention de se fâcher avec les communistes dans la période actuelle. Donc on sent qu'il y a vraiment une volonté de temporiser, mais quand même, c'est quand même symptomatique. C'est symptomatique de quelque chose qui est une volonté de rééquilibrage de la NUPES. C'est-à-dire que cette NUPES, elle est probablement pas en voie d'éclatement pour une raison simple. Si jamais demain elle éclatait, eh bien les groupes qui la composent, socialistes, communistes, écologistes et LFI, seraient réellement sur la sellette en cas de dissolution. Le bon score de la NUPES, en termes de sièges, n'est pas lié à un excès de voix par rapport à 2017. C'est essentiellement lié à l'alliance. Si demain vous avez une dissolution et pas de NUPES, il n'y a plus de groupe communiste, plus de groupe écolo, plus de groupe socialiste et un petit groupe LFI. Et ça, ils en ont tous conscience, d'où le fait que cette alliance, bon an, mal an, tient. Mais cette alliance, elle a été faite. On a l'impression à chaque fois que c'est sur le fil. Mais parce que malgré tout, il y a des différends en interne et puis surtout, il y a une volonté de rééquilibrage. Parce que cette alliance, elle s'est construite au lendemain de la présidentielle, avec évidemment le score extrêmement important de Jean-Luc Mélenchon et donc un rapport de force fortement favorable à la France insoumise qui a imposé ces conditions. Or aujourd'hui, eh bien, la situation a changé. On a une LFI qui est fragilisée et il y a les européennes qui se dessinent. Donc chacun veut rééquilibrer l'alliance. Et pourtant, selon les différents sondages, celui-ci par exemple institué là pour BFM TV, ces sondages montrent que la candidate du Rassemblement national remporterait aujourd'hui l'élection face à Emmanuel Macron. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui s'imposerait. Comment vous expliquez le fait que le Rassemblement national rafle la mise ? Le Rassemblement national a une stratégie impeccable depuis le début de cette réforme des retraites. En réalité, depuis le début de la législature, ils n'ont pas beaucoup agi dans cette réforme. En revanche, ils ont réussi à capitaliser par contraste. Alors que la NUP était sur une stratégie d'obstruction parfois un peu caricaturale, le RN s'est montré à la fois dans le sens du vent contre la réforme des retraites, donc avec le soutien de l'opinion, mais également raisonnable. Or, il faut voir que le gros problème du Rassemblement national, c'est d'un côté la dédiabolisation, mais celle-là est quasiment effectuée dans l'électorat qu'il vise, et surtout la crédibilisation. Or, cette réforme des retraites a permis de le crédibiliser tout en disant à son électorat « Regardez, on est d'accord avec vous ». Donc forcément, mécaniquement, ça monte, ça crédibilise, alors que de l'autre côté, les attitudes parfois un peu caricaturales font que ça pêche. Et malgré le fait que le RN soit beaucoup moins proche des syndicats, qu'il ne soit pas vraiment présent, même dans les sondages, ils se sentent plus soutenus. Bien sûr, les parce que Français. les gens qui vont manifester ne vont pas forcément être ceux qui vont en effet voter RN. Mais en revanche, vous avez toute une partie de la population qui ne manifeste pas, qui soutient et qui regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale et qui, pris par cet effet de contraste, peut considérer que le vote RN n'est plus un tabou. Merci Benjamin Morel. Merci encore.